l'instant, je me suis dit, c'est quelqu'un qu'il faudrait que je rencontre. Ça marche pas? Là, Ça marche mieux. ok. Bonjour à tous et bienvenue à tous les non-camerounais. C'est un plaisir pour moi d'être ici ce matin pour partager avec vous sur cette question importante que nous rencontrons tous dans nos pays, les pays d'Afrique, mais qui est une problématique globale parce que l'extractivisme dans les pays africains profite à quelqu'un d'autre. Donc, il y a des ressources qui sont des ressources financières, technologiques, humaines qui viennent de quelque part, en majorité, et il y a des ressources naturelles qui se trouvent en grande majorité quelque part. Et ces ressources technologiques, financières, humaines servent à extraire les ressources naturelles qui existent et les ramènent quelque part. Donc, c'est un problème global que voilà, qui nous concerne tous. Je vais commencer en disant que j'ai croisé le chemin de l'extractivisme quelque peu par hasard. J'ai commencé à travailler sur la question forestière et je me suis intéressé aux lois forestières des pays d'Afrique, d'Afrique francophone essentiellement, dans les pays d'Afrique centrale et la Côte d'Ivoire. Et je me suis rendu compte en regardant d'un point de vue historique, je me suis rendu compte que les lois n'étaient pas très différentes, les lois au milieu des années 90, début des années 90, sur des questions essentielles, n'étaient pas très différentes des lois coloniales. Et j'ai essayé de comprendre pourquoi. Et en creusant, je me suis très rapidement rendu compte que les tendances n'avaient pas changé. C'était des compagnies, je parle du début des années 90, milieu des années 90, c'était des compagnies essentiellement européennes qui exploitaient le bois dans les pays d'Afrique francophone, donc le bassin du Congo, un peu moins la Côte d'Ivoire parce que la déforestation a été déjà très avancée dans cette zone. Et par la suite, en m'intéressant aux autres questions, question du pétrole, qui était également une question extrêmement importante, mais qui allait au-delà des pays francophones. On avait quelques pays anglophones, le Nigeria notamment, on avait l'Angola qui était lusophone. Donc là, on voyait que la barrière de la langue disparaissait, mais c'était les mêmes compagnies. Compagnies européennes. À l'époque, on avait Elf, on avait très peu Total, et puis on avait des Américains. Et en regardant également la question minière, on s'est rendu compte qu'il y avait encore une fois les compagnies occidentales. Ah, merci. Mais je n'arrivais pas à établir un lien direct entre toutes ces différentes ressources, ces différents processus d'extraction. Et j'ai eu la chance de pouvoir établir le lien en faisant la rencontre d'un homme fabuleux, Juan Martinez Allier, à qui j'ai parlé en lui disant, mais voilà ce qui se passe chez nous. Et il m'a dit deux, trois choses qui ont permis d'éclairer de manière extrêmement pointue ce qui se passait, de lire de manière très précise ce qui se passait sous mes yeux. J'ai également pu parler à quelqu'un qui s'appelait Jean-François Médard, de regretter mémoire, professeur de sciences politiques, qui avait beaucoup travaillé sur le néopatrimonialisme en Afrique et qui avait surtout vécu au Cameroun. Il avait enseigné dans l'école où j'ai été formé, mais plusieurs années avant que je passe. Et également, il me disait, pour bien comprendre tout ce que tu vois, essaye de lire tout cela, toute cette réalité sous le prisme de l'état néopatrimonial. Et c'est un peu ce que j'ai fait une fois de plus, ça a tout éclairé et ça a contribué à éclairer la suite. Ce que je veux faire ce matin va être sans doute assez rapide. On parle d'extractivisme, mais on parle de conflit de distribution écologique. Je vais passer très rapidement sur la partie théorique. Je vais vous simplement dire que je regarde la forêt, je regarde la terre, je regarde la mine, et on peut regarder de nouvelles formes d'extractivisme auxquelles on n'a pas souvent beaucoup pensé. Les ressources génétiques,
les minerais de la transition, la conservation, et je me suis fait dire qu'hier, il y a eu une très belle discussion sur la conservation. Également, les concessions de carbone, qui sont également de plus en plus présentes dans nos contextes et qui ont exactement les mêmes conséquences pour les populations que tout ce qu'on connaît de l'extractivisme classique. Donc, le champ est extrêmement vaste et on peut lire beaucoup d'autres réalités sous le même prisme. On peut aller un peu plus loin aussi en se disant que ce que l'on observe en regardant les statistiques dans nos pays et au Canada, on a vu le nombre d'enseignants camerounais qui sont au Canada, sont partis en un an ou deux, c'est ça, c'était 10 000. Vous vous souvenez du chiffre. Le nombre de médecins camerounais qui se retrouvent à l'étranger est supérieur au nombre de médecins qui travaillent sur le territoire national. Donc là également, ce n'est peut-être pas lié à l'écologie de manière directe, mais ça l'est. Ça l'est pour deux raisons. La première, c'est que l'enseignant joue un rôle essentiel dans la manière dont la socialisation se fait et dans la manière dont on peut transmettre aux communautés, aux jeunes aujourd'hui, la connaissance et le respect de la nature qui fait partie de nos traditions. Un enseignant qui s'en va après avoir été formé laisse la place à un enseignant qui n'est peut-être pas aussi bien formé que lui et qui ne va pas être capable de préparer les jeunes, donc la jeunesse, l'avenir, à comprendre les réalités de la même manière que lui. Un médecin qui s'en va est quelqu'un qui va contribuer à créer un désert médical dans les zones rurales de nos pays. Il va contribuer à faire disparaître les savoirs traditionnels parce qu'il y aura de plus en plus de personnes qui mourront, parfois pour des pathologies qui sont extrêmement simples à guérir. Donc, si, je ne sais pas ce que vous avez à l'écran. Rien. Et maintenant, donc ce qui va nous intéresser ce matin, ce sera, comme je l'ai dit, la forêt, la terre, la mine, le pétrole. Et on regardera comment cette diversification, cette intensification de l'exploitation de ces ressources-là au Cameroun, dans d'autres pays d'Afrique centrale, a pour conséquence des conflits dans les zones d'extraction, mais aussi au-delà. Et c'est un peu comme un cercle vicieux. Merci. C'est un peu comme un cercle vicieux. Peut-être que pendant qu'on essaye de régler cette question, la peur va nous faire. C'est pas pour les ça allait vers là. Donc, c'est une carte du Cameroun qui date de 2024. Il y a eu quelques changements, mais pas beaucoup, si on prend en termes d'ajout. Ce que nous avons fait simplement, c'est une carte de l'affectation de l'espace, des droits concédés sur les ressources naturelles, sur la terre et les ressources humaines au Cameroun. Ce qu'on constate sur cette carte, c'est qu'une bonne partie du territoire a été concédée par l'État. On estime à environ 80% du territoire, si on additionne les superficies concédées. Mais comme il y a des superpositions partout où vous voyez du problème, et des superpositions de droits concédés sur le même espace. Donc, comme il y a des superpositions, on se retrouve à peu près 70% du territoire réel
occupés par soit des concessions, soit des affectations par l'État. Qu'est-ce que nous entendons par là? C'est des concessions forestières de grande et de petite taille, c'est des concessions minières, euh, permis de recherche, permis d'exploitation. La grande majorité, c'est des permis de recherche, mais ils figurent sur la carte parce qu'une fois qu'un permis de recherche est attribué, il n'y a plus que le titulaire du permis qui peut décider de l'abandonner. Si l'État le dépossède, il devra l'indemniser. Et l'indemnisation couvre le montant des gains escomptés sur la durée de l'exploitation, 25 ans. C'est beaucoup d'argent. On a le permis minier, permis forestier, on a les aires protégées. Et tout à l'heure, je disais, pour la communauté, les aires protégées et une concession, c'est la même chose. Et les restrictions dans l'accès et les restrictions dans l'usage. Et c'est une contribution directe au conflit. On a également, à la tête qu'on a d'autres, les aires frontières, les concessions frontières, agro-industrie, les aires frontières de l'État pour les usages futurs. Et on a enfin des forêts communales. On a des forêts communales, on a des forêts communautaires. Pourquoi les forêts communautaires? Parce que les forêts communautaires sont également facteurs d'exclusion, en ce sens qu'une fois qu'une forêt communautaire est attribuée, il y a un plan de gestion qui est associé et la communauté ne peut plus gérer cet espace sans se conformer à ce plan. Et parfois également, dans la mise en place des forêts communautaires, je dis parfois, c'est très souvent, c'est une forme de capture par une élite ou par des acteurs privés qui ont financé la mise en place de la forêt communautaire. Donc, au total, la première chose que l'on voit, c'est entre 70 et 80% du territoire qui est concédé ou affecté. Première chose. Deuxième chose que l'on ne voit pas sur la carte, c'est la démographie qui galope entre 74, quand on a eu les premières lois qui s'appliquent au foncier, et aujourd'hui, 50 ans plus tard, la population a été multipliée par 4 et on estime qu'elle sera encore multipliée par 2 en 2050. Donc, densité forte, population croissante, affectation de plus en plus nombreuse. La carte nous dit que nous avons à l'intérieur des tiges environ 3000 villages qui sont totalement à l'intérieur des tiges. Qu'est-ce que cela veut dire? De manière très concrète, une impossibilité de développer les activités agricoles ou de toute autre nature au-delà de ce qui va être accepté par le concessionnaire. On le voit déjà, on voit beaucoup de conflits entre les concessions forestières et les communautés qui étaient installées avant que la concession forestière soit créée. Parce que le concessionnaire dit qu'on n'avait pas le droit de défricher pour créer de nouvelles plantations dans ma concession. Cela ne correspond pas au plan d'aménagement de ma forêt. Et là également, c'est une source de conflit sans fin. Il y a beaucoup d'endroits déjà sur le territoire où on observe cela. Quatrième chose que l'on voit, toutes les zones violettes sont des zones de superposition, de droits attribution concurrentes et parfois mutuellement exclusives. On a un concessionnaire forestier, une partie de sa concession est superposée à un permis minier et l'opérateur minier, son objectif, c'est de raser la forêt et de creuser. L'opérateur forestier a l'obligation de respecter ce plan de rotation. Donc, les deux ne peuvent pas être compatibles sur le même territoire. Conflit entre opérateurs, tous les deux recevant leur présence de l'État. Et donc, ce qu'on a vu, qu'est-ce que je peux dire d'autre? Oui, vous êtes assez loin, c'est dommage, mais il y a quelques points extrêmement sensibles que je veux mentionner. Vous connaissez tous la ville de Douala. C'est la plus grande ville du Cameroun. Et, je ne sais pas, 5 millions, 5 millions d'habitants. Et au-dessus de la ville de Douala, la ville de Bonabéry, qui est la ville voisine,
et d'une grande partie du niveau qui a permis d'étudier. On déplacera 5 millions de personnes pour que l'exploitation se fasse. Qu'est-ce qui est prévu et qu'est-ce que celui qui a attribué ces lois avait à l'esprit? Si on regarde, regardons Bamenda, la ville de Bamenda, on est dans le nord-est. La ville de Bamenda, la ville de Santa, la ville de Babadjou dans l'ouest sont dans le même permis minier attribué. Est-ce que ces villes vont être déplacées pour laisser la place aux concessionnaires? C'est des éléments que l'on peut voir. De toutes les manières que l'on peut voir sur cette date, c'est les conflits. On l'a fait, en fait, on l'a construite pour pouvoir identifier les combinaisons de conflits. Pour nous, en regardant cette carte, on peut savoir où est-ce qu'il y aura un conflit dans l'avenir. Et notre objectif, c'était de pouvoir y aller et commencer à travailler avec les opérateurs économiques et les communautés pour leur dire si vous n'êtes pas encore en conflit ouvert, peut-être qu'il y a quelque chose qu'on peut faire avec vous pour éviter que vous en arriviez à des conflits extrêmement violents. Parce que ce qui se passe, et c'est une certitude, l'État attribue. Je vais vous libérer. Merci. L'État attribue ses permis. L'État attribue ses permis avec une ambition, gagner de l'argent. L'État se dit, le concessionnaire, quand il exploite, il paye des taxes, il crée des emplois, et donc l'État va gagner de l'argent, gagner plus d'argent. C'est ça l'ambition. La réalité, c'est que si l'État ne le fait pas correctement, il perdra beaucoup d'argent. Parce que le nombre de conflits qui iront à l'arbitrage international sur ces sites-là est extrêmement élevé. Et ce n'est pas une vue de l'esprit. On a déjà beaucoup de conflits en ce moment qui sont à l'arbitrage à Paris. Et c'est un lieu sur lequel l'État n'a aucun contrôle. Et c'est des endroits, alors l'arbitrage international, d'une manière générale, est favorable à l'investisseur. C'est ce que l'on a vu. Donc, il y a plusieurs risques de cette nature. Donc, maintenant qu'on a... Est-ce que tout le monde peut voir? Pardon? Il faut éteindre? Non, je crois que tout le monde voit, c'est ça? Non? C'est petit? Ça, on peut lire. Qu'est-ce qu'on peut faire? Ce que je peux faire, je laisserai ça à la disposition des organisateurs. Et comme ça peut me permettre d'avancer directement sans avoir à me soucier de ceci. Quand on regarde, je parlais donc tout à l'heure de tous ces secteurs, qui sont des secteurs qui sont tous directement liés à l'extractivisme et qui sont directement liés à la question de la justice environnementale. Le fait que ces opérateurs soient installés, le fait qu'ils soient aussi nombreux, le fait qu'il y ait cette grande diversification pour l'État et pour ses partenaires, le FMI, la Banque mondiale, c'est une prouesse de l'État, c'est quelque chose d'extrêmement positif qui permettra à l'État de se développer plus rapidement. Pour la communauté qui vit à côté de l'un ou l'autre de ces investissements, c'est une source de tension, de conflit, et à la fin, c'est des restrictions importantes. Ce qu'il faut remarquer et qu'il faut noter, c'est l'une des choses que nous avons apprises assez vite, c'est que la réalité de l'extractivisme et de tous les conflits qui sont générés par l'extractivisme, c'est le fait qu'on a des visions totalement différentes de la terre, de la nature, des ressources. L'État, nos partenaires financiers et techniques, ils ont une vision cloisonnée d'abord. Donc, on distingue la forêt de la terre, on distingue la terre de l'eau, on distingue l'eau de la pêche. Donc, c'est très cloisonné. Et il y a des lois pour chacune de ces ressources-là. Et le défi à ce moment-là devient de construire l'harmonisation. Je n'ai pas encore vu un pays dans lequel, en Afrique centrale, on soit arrivé à
réaliser cette harmonie-là. La deuxième perception, c'est qu'il s'agit de ressources susceptibles de générer de l'argent. C'est des sources de revenus potentiels. C'est des ressources qu'il faut exploiter de manière commerciale pour générer de l'argent à grande échelle. Et c'est ce qui fait entrer dans le jeu des compagnies avec des ressources financières, des ressources technologiques, des ressources économiques importantes. Troisième élément que l'on a, c'est que pour certaines de ces agences-là, l'horizon, c'est la fin de la carrière, la fin du projet, carrière politique, carrière administrative, dans une agence de développement, dans une banque. Si je pouvais réaliser un tel projet avant la fin de ma carrière, dans 10 ans, ce serait parfait. Si je pouvais faire exploiter une ressource avant la fin de mon mandat politique, ça pourrait m'aider à avoir un nouveau mandat. Donc, on a une perception qui s'inscrit dans un temps qui est extrêmement limité quand on est d'un côté, le côté des États, de l'État, des bailleurs de fonds, et elle est totalement différente, cette perception-là, quand on est du côté de la communauté. Dans la plupart de nos langues africaines, quand je dis ma terre, ça veut dire aussi ma forêt, ça veut dire les cours d'eau qu'il y a là-dessus, c'est la même chose. On ne dissocie pas. Et on gère cela de manière totalement voilà, holistique. La deuxième chose, c'est que la terre n'est jamais, la terre ou les ressources ne sont jamais des ressources commerciales, financières. Bien sûr que cela peut générer de l'argent, mais la terre n'est pas dans le commerce. Chez nous, c'est cela. Majesté Vondonou le dira, sans doute. Mais pour obtenir de la terre quelque part, je dois être accepté comme un membre de la communauté et ça me donne droit à la terre. Je n'achète pas la terre. La terre ne se vend pas. Et la terre est un être vivant et c'est la deuxième grande différence. C'est un être vivant. La nature est vivante. Je suis juriste de l'environnement et je me rends compte depuis une dizaine d'années qu'il y a une grande littérature sur la personnalisation de la nature. La nature a une personnalité juridique, mais c'était très vieux. Le droit coutumier le fait depuis longtemps. On parle à un arbre quand on veut l'abattre. On parle à un endroit quand on a des problèmes. Pour la coutume, la nature vit. Et donc, l'horizon temporel n'est plus la fin de la vie d'un homme, n'est plus la fin du mandat de quelqu'un. Ça n'a rien à voir. Ça va beaucoup plus loin que la vie de ceux qui vivent. Et ça implique ceux qui sont passés, ceux qui sont présents et ceux qui viendront. Majesté est sortie, mais il y a un chef qui nous disait ici un jour, il y a une dizaine d'années, je ne peux pas m'amuser à gérer la terre de manière indélicate, parce qu'une fois que j'arriverai de l'autre côté, je serai accueilli par une bastonnade de mes ancêtres. Ça, c'est ce qu'il attend. Et pour lui, c'est une punition plus grande que n'importe quelle peine de prison que l'on peut avoir de ce côté. Ce que... Alors, donc, la proposition que nous faisons, ou ce que je propose, pas pour la suite, mais pour la présentation, c'était de dire, on a plusieurs actions qui se sont mises en place, on a plusieurs mécanismes qui permettent de renforcer l'extraction. Voilà, on a j'ai changé de présentation sans m'en rendre compte. Voilà, c'est ça. On a plusieurs mécanismes qui permettent de renforcer l'extraction. Et cela nous permet de comprendre que les conflits de distribution écologique ne sont pas un accident. Il y a une logique qui n'a pas pour finalité le conflit, qui a pour finalité l'exploitation de ces ressources-là, mais qui aboutit nécessairement au conflit à cause des raisons que je viens de citer.
cette grande différence de perception entre la perception locale et la perception des acteurs extérieurs, l'État, les banques, les multinationales, le marché. Les perceptions sont tellement différentes que encourager le développement de la mise en place de projets, de financement de projets, avoir des marchés pour cela se traduit nécessairement par des conflits. Et quand on a de plus en plus d'espaces cédés ou concédés par l'État, on a de plus en plus de conflits parce qu'on a de moins en moins d'endroits où les communautés pourraient aller pour trouver des espaces supplémentaires, des espaces non occupés. On verra une carte tout à l'heure qui va nous permettre de comprendre cela. Donc, et la raison pour laquelle l'État le fait, c'est premièrement parce que c'est dans l'air du temps. On n'a jamais eu une véritable évaluation de ce modèle-là. Mais c'est un modèle qui existe depuis l'époque coloniale et nos économistes ont étudié cela et pensent que c'est ce qu'il faut continuer à faire. Il faut développer les agro-industries à la place de petites agricultures, de petites plantations familiales. On a, peut-être que je peux le dire rapidement, on a regardé, on a fait une petite analyse une fois et on comparait une grande compagnie dont je ne vais pas dire le nom, impliquée dans la plantation de palmiers à huile. On voyait les rendements et on comparait aux rendements de petits exploitants dans la même région. En Asie du Sud-Est, à l'hectare, on fait entre 12 et 15 tonnes de fruits frais, noix de palme. Cette compagnie-là ici était autour de 2 tonnes à l'hectare. Et le petit planteur était autour, le petit planteur sans assistance, sans engrais, sans rien du tout, sans expérience, utilisant simplement les connaissances traditionnelles, il était autour d'1,5 tonne à l'hectare. Et donc la question que nous avions, c'était pourquoi donner autant d'espace à une compagnie qui n'est pas efficace et qui prend des terres de communauté et leur propose en échange un emploi salarié très mal payé. Pourquoi le faire au lieu de mettre les terres à la disposition des petits planteurs et leur donner l'appui qu'il faut pour qu'elles produisent au moins la même chose? On aurait moins de conflits, on aurait la même production et pour l'État et pour les personnes, les interlocuteurs à l'époque, c'était on ne peut pas le faire parce que la compagnie fait des économies d'échelle et elle ne peut que produire plus. Sauf que dans ce cas précis, les chiffres fournis par la compagnie nous montraient qu'elle ne faisait pas mieux qu'un petit planteur, utilisant la main-d'œuvre familiale. Donc, les modèles que nous avons n'ont jamais été formellement remis en question. Et on les applique de manière, je dirais, mécanique, avec l'aide également des agences de financement qui continuent d'appuyer nos États à aller dans cette direction. C'est l'une des raisons. L'autre raison, c'est que c'est très profitable aux économies des pays de destination des produits. Si on regarde un produit comme le bois, par exemple, on a fait des analyses et on s'est rendu compte que le bois exporté du Cameroun, on exporte du bois du Cameroun depuis la fin du 19e siècle. Mais on ne fabrique toujours pas de tables, de portes, de fenêtres au Cameroun. On fait sortir du bois en grume ou du bois simplement débité, mais la plus-value se fait ailleurs. Elle s'est faite en Europe pendant longtemps, jusqu'à ce que les chantiers du Maroc, d'Europe du Sud, le Portugal notamment, de Chine, du Vietnam, du Laos, prennent le relais avec une qualité presque équivalente, mais des prix beaucoup plus bas. Donc notre bois va dans cette direction-là et nous perdons à la fois la ressource, la valeur ajoutée, la capacité de créer des emplois. Les emplois sont créés dans les pays chantiers. Chez nous, c'est des emplois d'abatteurs. On n'a pas besoin d'une grande technicité, abatteur, chauffeur de grunier. C'est ce qu'il nous faut. Et là, on se rend compte que dans ces pays-là, on ont besoin d'avoir la matière première. On a besoin d'avoir le cacao camerounais, ivoirien, ghanéen en Europe, où le cacao se fait, la valeur ajoutée est créée là-bas.
Et ce qui reste dans nos pays n'est pas très important. Et là, en parlant de cacao, on voit bien qu'il y a de grands conflits entre cette ressource-là et les ressources vivrières. Nous importons du riz, mais nous occupons nos terres avec un cacao qui va vers l'Europe et de plus en plus vers l'Asie pour être transformé. Donc ça, c'est l'intérêt des pays de destination qui dicte la persistance de ce modèle-là. On a également, quand on regarde ces modèles, on voit bien que plus c'est grand, plus c'est facile pour un interlocuteur politique ou administratif d'avoir une part dans le dispositif à titre privé. Et on revient à l'état néo-patrimonial. Celui qui signe, celui qui facilite la présence, a un bénéfice personnel qui parfois est plus important que le bénéfice de l'État. Quand je parle d'importance, c'est à la fois en termes de proportion, mais en termes de motivation pour l'action. Il agit parce qu'il sait qu'il gagnera. Il n'agit pas forcément parce qu'il pense que l'État gagnera. On le voit dans le secteur de l'or. Quand on regarde les statistiques récentes, là, décembre, janvier, on a l'initiative pour la transparence dans les industries extractives qui nous a montré que 22 kilos d'or étaient déclarés comme étant exportés du Cameroun, mais 15 tonnes et demie étaient déclarées à Dubaï comme étant importées en provenance du Cameroun. Nous avons fait le calcul en 2022 sur les 10 années précédentes. En 2022, on avait une demi-tonne d'or déclarée comme exportée du Cameroun et on avait 18 tonnes déclarées à l'étranger comme étant importées du Cameroun. Donc, on avait fait des calculs. On a essayé de voir combien l'État perd en termes de fiscalité chaque année et combien ça a représenté sur les 10 dernières années. Sur les 10 dernières années, c'était 1000 milliards. Le budget de l'État pour cette année-là, 2022, c'était 6 000 milliards. Donc, on accepte de perdre un sixième du budget de l'État sur une dizaine d'années sur une ressource. Une telle publication aurait simplement demandé que le gouvernement arrête tout et qu'il dise on n'exporte plus, on n'exploite plus, on veut voir clair. Ça s'est poursuivi. En 2024, 2025, décembre 2025, on a eu l'indignation du ministre. C'est inacceptable. Si je suis encore ministre en janvier, je mettrai un terme à cela. La valeur de l'or sorti, je ne parle pas, j'ai d'abord parlé de 1000 milliards pour la valeur de la fiscalité, c'est 25%. Donc la valeur de l'or, c'est ce montant multiplié par 4. Sur 10 ans, ça fait 4 000 milliards de francs CFA. Mais rien ne s'est arrêté, tout continue. Sur le bois, c'est la même chose. 30% de notre bois va en Asie du Sud-Est, non, va au Vietnam, 50% va en Chine, donc 80% pour 2 destinations. L'État gagne au total 50 milliards de francs CFA par an. Souvenons-nous, le budget de l'État, c'est 7 000 milliards maintenant, c'est ça? 50 milliards, ça représente 1%, un peu moins, 0,8%. Voilà. Donc ça, c'est ce que l'État gagne du secteur forestier en termes de fiscalité. Mais sur une seule destination, en 2020, on a publié une étude réalisée sur 4 ans, s'intéressant au seul bois destiné au Vietnam. Et ce qu'on a vu, c'est que par an, l'État perdait sur cette seule destination 30 milliards par an. Donc, on a l'impression à la fin que la question de la génération des revenus pour l'État n'est qu'un prétexte. La réalité, c'est qu'il y a une rente qui s'est construite pour certaines personnes autour de l'exploitation de ces ressources. Et il vaut mieux pour ces personnes avoir un interlocuteur unique plutôt que plusieurs. Ouais, sur le cacao, c'est plus compliqué. On a 300, 400 000 petits producteurs. Très difficile de retrouver chacun d'eux. Mais sur le bois, on peut facilement identifier les grands producteurs. Et on peut voir. Donc voilà en gros ce qui est la motivation.
Est-ce qu'on a, une fois que cette motivation est une motivation importante, et une fois que la rente existe et fonctionne très bien, ce que l'on a, c'est que les coûts écologiques et sociaux sont de plus en plus importants. Quand on regarde l'exploitation de la mine, nous avons commencé à regarder la mine il y a quelques années, mais on est revenu là-dessus autour de 2019-2020 parce qu'il y avait un nombre important de morts, d'accidents dans la mine. Une fois, il y a eu 30 morts par éboulement et on se demandait pourquoi la mine n'est pas protégée. On a essayé d'en parler, on a appelé les journalistes, mais ça ne change pas. Je ne sais pas si vous avez suivi cette actualité, mais le ministre le disait il y a 10 jours, 2 semaines, il y a 200 sociétés minières illégales installées sur le territoire. Et ce que nous savons, c'est qu'il y a des endroits où il n'a pas pu aller. Donc, il y a plus de 200. Alors, quel pays accepte que sur son territoire, une ressource qui appartient à l'État soit exploitée de cette manière-là par des personnes qu'on ne connaît pas? On a vu la fiche du ministre. Il y a des endroits où il a un point GPS, il a un nom de société et il met représentant, pas d'information, euh, nom de la société, pas d'information. Comment ça peut se faire? Qui peut l'accepter pour une ressource qui rapporte autant? On ne peut l'accepter que s'il y a derrière une manne qui profite à des personnes suffisamment puissantes pour que ça puisse se poursuivre, mais qui ne profite pas à l'État. Mais ce n'est pas grave. Alors, une autre question que l'on peut se poser en parlant toujours de conflits. On a des conflits localisés, on a vu des conflits extrêmement violents avec des ressortissants étrangers qui ont été tués de manière très brutale. On a vu des agressions. Mais ça, c'est très localisé. C'est un résultat de la manière dont l'environnement est traité à ces endroits-là. Les paysans nous disent on n'a plus de terres cultivables parce que les exploitants sont arrivés partout, ils ne se soucient pas de nos droits fonciers et coutumiers, ils coupent et ils creusent. Et ils ne gardent pas la terre arable pour pouvoir éventuellement la remettre un jour. Ils laissent des trous, grands trous béants qui sont des risques importants en saison des pluies. On ne sait jamais si c'est une mare ou si c'est un trou de 30 mètres. Les enfants meurent, le bétail meurt, les personnes âgées meurent en allant se promener en forêt. Donc, c'est la cause de ces conflits. Et on peut voir toute cette violence. Mais il y a un autre conflit que l'on ne voit pas encore. C'est le conflit qui va naître du fait que des personnes dont on ne connaît ni le nom, ni les motivations, soient en possession depuis autant d'années de sommes aussi fortes. On peut penser que c'est uniquement à des fins d'accumulation personnelle privée, mais disons un peu que demain, l'accès à cette manne soit menacé. Quelle sera leur réaction? Ils ont un intérêt à continuer, ils ont les moyens de pouvoir nuire de manière durable à l'État, qui est déjà très affaibli par 2 conflits armés. Donc, ça devient une question de souveraineté nationale, ça devient une question de paix simplement. Euh, Là, on a ce que l'on a, c'est les différents pays, Guinée équatoriale, non, forêt équatoriale, c'est les différentes recettes de l'État. Qu'est-ce que l'État gagne de ces ressources-là? Qu'est-ce que l'État gagne de ces ressources? Et ce que l'on peut voir, c'est qu'à la fin, le secteur extractif représente 4% du PIB de l'État. Mais sa valeur réelle dépasse largement cela. Et donc, il y a une partie importante qui s'évapore au Cameroun et surtout à l'étranger. Mais c'est très important de noter que la perte n'est pas seulement financière pour le budget de l'État. La perte est également plus importante, elle est plus importante, elle concerne également tout le secteur des pays de la CEMAQ. Je vais expliquer rapidement de quoi il s'agit. On a beaucoup parlé de dévaluation depuis 4-5 ans. Et la raison, c'est que nous n'avons pas de réserve de change suffisante. Pourquoi on ne les a pas? Parce que les ressources sortent
et la contre-valeur ne revient pas. L'or qui va à Dubaï, 15 tonnes, la valeur de cet or ne revient pas forcément au Cameroun. Ce qui revient, c'est les 22 tonnes et les 22 kilos et demi. La valeur de ces 22 kilos sont déclarées revient. Mais quand on a exploré la question du commerce international du bois, on s'est rendu compte que le bois qui sortait vers la Chine et vers le Vietnam, 80% des exportations du Cameroun, l'argent ne revient pas. Les impôts ne sont pas payés, les impôts de ces sociétés qui exportent, parce que c'est des sociétés pour la plupart fictives, et la contre-valeur ne revient pas. L'argent reste à l'étranger, et donc nos réserves de change sont extrêmement faibles, et cela nous expose à une dévaluation. Donc, les agissements de quelques individus, de quelques compagnies autour de ces ressources sont susceptibles de créer des problèmes macroéconomiques, au-delà des problèmes qu'ils créent au niveau local, macroéconomiques au niveau régional, au-delà des problèmes qu'ils créent au niveau local et au niveau national. Et c'est une question qui devient de plus en plus importante. La question, en ce moment, pour beaucoup d'observateurs, n'est plus est-ce qu'il y aura une dévaluation? Mais c'est plutôt quand est-ce qu'on va l'avoir? Parce que ces mécanismes n'ont pas changé. Alors, je vais passer rapidement sur ce point. Les quatre briques, l'analyse, le cadre d'analyse en quatre briques, extractivisme, et néo-extractivisme, compris distribution écologique, les commodity frontiers et la violence verte et des possessions. Je vois que je suis à 40 minutes, je vais essayer d'en prendre 5 encore. On a parlé du rôle de l'État. Il régule, mais il permet surtout que cela se fasse. Il permet que les compagnies arrivent, il permet qu'elles se déploient comme elles le font en utilisant, en touchant les territoires des grandes villes, des villages, en étant peu respectueuse de l'environnement, des droits des communautés. L'État est également rentier parce qu'il attend une rente, il attend des paiements qui ne correspondent pas toujours à la valeur de ce qui a été extrait, ni à la valeur de ce qui a été détruit. Et l'État réprime quand il y a des résistances. Parce que l'État, on a l'impression, pour la mine, le pétrole, la forêt, l'État prend clairement le parti de la légalité, mais une légalité qui est construite en faveur des compagnies de l'exploitation, pas en faveur des communautés qui n'ont pas de droit formellement reconnu. On a des résistances, et les résistances sont de plus en plus fortes parce que, comme je le disais, il y a de moins en moins d'espaces vers lesquels aller quand on perd les espaces qui sont occupés, arrachés par la conservation et par l'exploitation. Donc, on arrive à un moment où les populations ne peuvent plus reculer et la lutte devient une lutte pour la survie. Et on le voit à beaucoup d'endroits. Une chose que l'on voit, et c'est la question de la triple peine, comme je l'appelle, ça, c'est les pays d'Afrique centrale. Et le diagramme montre les cinq. On divise la population en 5 grandes catégories, 20%. Et on se demande quelle est la proportion de la richesse nationale qui est contrôlée par chacune des catégories, les plus pauvres et les plus riches. Dans les 20% les plus pauvres, c'est la première colonne, les 20% les plus riches, c'est la deuxième colonne. En parlant de conflit, encore une fois, notre analyse nous montre que plus les 20% les plus riches contrôlent une proportion élevée de la richesse, plus les risques de conflit sont importants. Et on a fait ce calcul-là pour tous les pays d'Afrique centrale. On le fait fréquemment pour essayer de comprendre où est-ce que nous en sommes. On l'a fait pour tous les pays d'Afrique centrale 1 an avant la guerre. Et on avait vu les 20% les plus riches dépassaient les 60% de la richesse nationale. Et là, le conflit est évident parce que
pour les 40% les plus pauvres, ça devient une question de survie. Et chaque personne qui arrive et qui se met à recruter pour une rébellion, il trouve tellement de personnes qui peuvent avoir l'assurance d'avoir un repas et un peu d'argent chaque jour. Donc, quand on regarde cette carte, ce que l'on voit, c'est que la richesse générée par l'exploitation des ressources naturelles profite surtout dans tous ces pays aux 20% les plus riches. Ceux qui suivent, un peu la classe moyenne, a à peu près sa part, 20%, à peu près. C'est pour ça qu'ils ne se révoltent pas, parce qu'ils ont à peu près ce à quoi ils ont droit. Mais les trois catégories les plus pauvres, aucune n'a sa part. On a des cas dans lesquels il y a des communautés, dans certains pays, les 20% les plus pauvres ont autour de 6-7% de la richesse nationale. Donc, premièrement, je parlais de triple peine. Premièrement, la croissance générée donc ne profite pas aux communautés, la première chose. Ou disons, la première chose, c'est qu'on arrache leurs terres et leurs ressources. Restriction dans l'accès à la terre et aux ressources. Deuxième chose, exclusion du partage de la manne ainsi générée. Et troisième chose, pression fiscale accrue quand il faut rembourser les emprunts concédés pour faciliter l'exploitation. Parce que je disais tout à l'heure, l'État regarde à la légalité, mais cette légalité en faveur de l'exploitant. Quand on regarde dans nos pays, une bonne partie des investissements a été faite pour favoriser l'extraction. Si on n'a plus notre carte de tout à l'heure, mais si on regarde, on parle de chemin de fer, on parle de port, on est en train de reparler maintenant de chemin de fer entre l'Adamawa et Douala, Kribi, pour transporter la bauxite. Chaque fois qu'on voit de gros investissements, il y a la ressource derrière. Les barrages que l'on fait massivement au Cameroun depuis quelques années ont pour finalité de produire de l'énergie pour rendre le pays attractif pour les sociétés minières. Ce n'est pas de l'énergie qu'on va apporter dans nos villages parce qu'on la transporte, on ne va pas la transporter vers de petits villages avec des poteaux électriques. Mais on va la faire surtout pour s'assurer que les grandes compagnies qui arrivent pour la mine de l'énergie. C'est ce qu'on a déjà fait avec Son Loulou et à l'UQAM, et c'est ce qu'on est en train de refaire en ce moment. Mais c'est des prêts que l'État prend, ce n'est pas une compagnie qui construit un barrage, une compagnie minière. L'État s'endette, construit des barrages pour faciliter l'extraction, et au moment du remboursement, ceux qui ont perdu leur terre quand la mine se mettait en place, qui n'ont pas eu ou qui n'auront pas de retombées, mais qui auront surtout des retombées négatives, ils auront une pression fiscale pour aider à rembourser la dette. Donc, ils perdent 3 fois au moins. Et c'est le problème que l'on a en ce moment. Je vais terminer par cette carte. Invisible, ce n'est pas nécessaire. Ce qui est important, c'est de voir ceci. Ça, c'est un département du Cameroun qui s'appelle le département de l'océan. Et c'est un département intéressant parce qu'il est ouvert sur la mer. Il est intéressant parce qu'il regroupe toutes les formes de cession de terre, cession de droits sur les ressources. Et la carte montre comment tout cela est réparti sur le territoire. Mais cette carte résume la carte. On n'a pas besoin de voir tout ça. On a besoin de voir cette carte-là. Et cette carte-ci, c'est qu'elle nous montre tout ce qui est en, je sais pas, c'est couleur marron, jaune. Jaune. Je peux dire que je n'ai pas mes lunettes. Et donc, tout ce qui est en noir, c'est ce qui n'a pas été concédé. C'est ce qui reste pour les communautés. Mais en fait, elles habitent partout où les droits ont été concédés. Donc, il y a des conflits sans fin à cet endroit-là. Alors, la carte nous montre quoi? Ce département est concédé pour 70% de la superficie du département est attribuée.
110%. Le même phénomène que tout à l'heure, les superpositions font qu'à la fin, ce qu'on voit, c'est à peu près 84% du territoire sont concédés. 16% ne sont pas attribués. Mais attention, sur ces 16%, il y a des titres fonciers individuels. Donc, à coup sûr, ce que l'on peut dire, c'est qu'ici, il y aura des conflits extrêmement violents. Parce qu'il y a des villages entiers qui sont dans des zones concédées et qui n'entendent pas partir. Il n'y a pas d'endroit où elles partiront, où ils partiront. Donc ça, c'est un peu le résumé de ce que l'on a et de ce vers quoi on est en train de continuer à aller au Cameroun et dans les autres pays d'Afrique centrale. On ne le perçoit pas parce qu'il y a une très grande compartimentation de l'administration. Le ministère des Mines attribue des droits sans essayer de savoir ce que le ministère des Forêts fait ou a fait. Le ministère des Terres cède en se disant il y a encore des terres, on a cédé que telle superficie, mais ils ne savent pas que les autres font la même chose. Il y a les grandes infrastructures qui se mettent en place et chacun se dit ah, je n'ai fait qu'une petite partie. On n'a pas dans notre législation d'études d'impact stratégique. Chacun fait son étude d'impact. Ma mine ne va pas affecter le territoire parce qu'elle ne recouvre que 5%, 10% de la superficie du département. Mais si on met toutes les mines ensemble et toutes les autres attributions ensemble, qu'est-ce que cela donne? Les compagnies qui démarrent là-bas, il y a 2 sociétés minières, 3 sociétés minières, une chinoise, une indo-camerounaise, une indienne, 3 sociétés minières. Chacune d'elles aura à peu près 3000 employés. On est autour de 6000 personnes nouvelles qui vont arriver comme employés. Mais quand elles se déploient, c'est avec au moins 2 personnes supplémentaires. Donc 6000 fois 3, ça fait 18 000. On a une société qui fait du palmier à huile et qui a commencé. 40 000 hectares, ça fait 4 000 ouvriers qui vont arriver. Le ratio dans l'industrie, c'est un ouvrier pour 10 hectares. Et un ouvrier qui arrive, c'est 3 personnes supplémentaires, 12 000. Donc, on va avoir sur ces 4 sociétés à peu près 30 000 nouvelles personnes qui, elles aussi, auront besoin des terres parce que tout le monde ne va pas travailler. Certains vont vouloir faire de l'agriculture. Ce sera extrêmement compliqué. Comment est-ce que l'État planifie la suite? Et ça, c'est un peu le résumé de ce que l'on a, comme je le disais. Pour le Cameroun, là, c'est un peu poussé à l'extrême, mais on est en train d'aller dans cette direction. Si on regarde la région du Sud, la région de l'Est, ces 2 régions, les attributions cumulées dépassent 100% de la superficie du territoire. Si on regarde les autres pays d'Afrique centrale, on a la même chose. C'est un peu cela l'avenir de notre continent et c'est à nouveau une forme de malédiction des ressources. On voit bien la ressource, mais on n'en voit pas les retombées positives. Ce que l'on voit, c'est les retombées négatives. C'est le mythe de Midas, encore une fois. On pense que ça nous rendra riches, mais la réalité, c'est que ça va profondément nous appauvrir en détruisant les communautés locales et autochtones, en détruisant l'économie nationale, en nous poussant vers une dévaluation. On va être totalement détruit par la richesse de nos ressources. Alors, qu'est-ce qu'il faudrait avoir? Un pays pauvre en ressources qui arrive à bien se développer, c'est peut-être ce qui aurait été souhaitable. Parce que quand on compare nos performances à quelques-uns des pays dits pauvres en ressources, je regarde le Kenya, par exemple. Il fait mieux vivre au Kenya qu'au Cameroun, je pense. Donc, je vais terminer sur cette note-là, en vous remerciant encore une fois. Je ne suis pas sûr que les Kenyans seront d'accord, mais je pense que c'est vrai. Merci beaucoup. Réunis aujourd'hui nous offre un panorama à la fois ancré et diversifié de ces conflits, déclinés sur plusieurs terrains et à travers plusieurs registres analytiques. Benoît Ouagian nous amène dans le Nord Cameroun pour examiner comment l'économie informelle du charbon de bois recompose les territoires, les rapports de pouvoir et les hiérarchies locales, révélant une géographie différentielle du risque où les coûts écologiques Fodon et Wilfried Faga nous transportent
centre de l'exploitation aurifère pour analyser les mécanismes de résistance des communautés face à l'implantation de minier chinois. D'être qu'une opportunité soulève des controverses socio-environnementales. Emmanuel Ming apporte, lui, une forme moins visible des pratiques. La construction dans la ville de Douala, présentée comme une de modernisation de la ville, mais vécue par une dépossession foncière orchestrée par des entrepreneurs politiques en connivence avec l'État. Enfin, Elvis Juticaliel nous invite à tirer la focale en interrogeant les stratégies culturelles, comment la musique et la danse camerounaise, portées par des artistes en qualité internationale, deviennent-elles des outils de décolonisation et de résistance aux dynamiques de dépendance. Ces 4 contributions, géographie, politique, socio-anthropologie, sociologie et études culturelles, nous rappellent que l'extractivisme n'est pas seulement une question économique ou environnementale. Il est un révélateur des rapports de domination entre le Nord et le Sud, entre l'État et les communautés, entre le capital et le territoire. Je vous invite à les écouter attentivement et envisager et engager avec eux un dialogue rigoureux et fécond. Après cette introduction, je vais décliner ainsi la méthodologie de travail. Nous allons inviter chacun des panélistes à vous présenter les résultats de leur intuition ou de leur recherche. On leur donnera à chacun 10 minutes et au terme de cette séance de présentation des communications, nous allons passer la parole à nos 2 discutants, le docteur Samuel Ndifo et Sa Majesté Mvondo, pour engager un dialogue critique préliminaire sur chacune de ces communications-là. Le docteur Samuel Ndifo va discuter les 2 premiers panels, les 2 premières communications. Sa Majesté Mvondo va discuter les 2 dernières communications et après, nous allons vous passer la parole pour un débat constructif et fructueux. Mais nous allons réserver une dizaine de minutes afin que les uns et les autres puissent réseauter de façon informelle. Alors, je vais inviter comme ça le docteur Jean-Emmanuel Mingpo à venir me rejoindre ici pour sa présentation. Vos ovations, s'il vous plaît. Alors, qu'est-ce que je peux dire globalement sur Jean-Emmanuel? Il a soutenu sa thèse de doctorat la semaine dernière ou sur passée? Il y a 2 semaines. Voilà, ces travaux portent sur la sociologie de l'État, sur les questions foncières et sur les questions environnementales. Alors, Jean-Emmanuel, je te donne 10 minutes pour que nous tenions dans les temps. Il faut que nous soyons rigoureux dans les 10 minutes. Tu as la parole. Okay. Merci Edith. Merci aussi au CED pour l'invitation de m'avoir associé à ce panel. C'était très intéressant d'avoir le retour, les va-et-vient jusqu'à ce que les choses se finalisent. Donc, je vous dis merci pour ça. Alors, de prime abord, qu'est-ce qu'il faut comprendre? Le Cameroun se trouve dans un contexte un peu très particulier. Pourquoi? Parce qu'en 2035, le Cameroun est censé devenir émergent, c'est-à-dire un pays avec un actif très élevé. Et dans cette dimension, donc, il faut l'attractivité de la ville pour attirer plus d'investisseurs. Et c'est dans ce cadre, dans la ville de Douala, qu'il faut, entre guillemets, dire sur le contrôle du docteur Ndifo, après son exposé de tout à l'heure, la ville de Douala qui se retrouve comme une ville dynamique avec une cosmopolitique et plus vaste et là. Alors, c'est dans cette dynamique que Douala et Yaoundé, en une métropole attractive, et là, j'essaie de conseiller au déploiement, il faut noter que l'État, les politiques de réserve foncière, ces politiques, l'État portionne son actif foncier. Cette parcelle, je vais concéder différents projets qui viennent.
vont aux investisseurs nationaux comme internationaux. Et c'est dans cette dynamique que cet investisseur hôtelier, l'État décide dans le quel chef est installé au Cameroun en passant par Douala. C'est un hôtel de 5 étoiles. Vous dites que au Cameroun, il va être construit au Cameroun. Le Cameroun actuellement le Hilton et le Crystal Palace. Désolé. Le Hinton et le Crystal Palace. Donc, c'est dans cette mesure que l'État décide donc de concéder ces parcelles de terre. L'État utilise donc l'hôtellerie de luxe comme instrument de technologie de modernisation. Il faut que la ville de Douala, qui est devenue une ville active, devienne plus attractive. Parce que la ville de Douala, pour ceux qui y vivent, savent que c'est difficile non seulement de circuler sur Douala, et c'est une ville opposée, c'est-à-dire divisée en deux. Il y a le côté de Bonapriso, Bonadjo, qui est le côté UP, et le côté périphérique, Bonabéry, Lobosou, qui est le Cameroun d'en bas, ou bien les gens de Douala d'en bas. Donc là, dans cette mesure, l'hôtellerie, l'hôtel de luxe devient donc un point d'attraction pour attirer pas seulement les investisseurs, mais les prochaines personnes qui viennent, les visiteurs, s'il faut le dire comme ça, les touristes. L'objectif, attractivité internationale et beautification, comme on dit, beautification de l'urbain. C'est-à-dire, c'est une nouvelle technique que l'État du Cameroun s'est décidé de faire pour qu'au-delà de rendre beau ou belle la ville, mais de rendre la ville plus active, entre guillemets. Active, c'est-à-dire créer plus d'enclaves hôtelières afin de diviser, parvenir à mieux diviser la ville des riches et la ville des pauvres. Alors, 2022, ou à partir de 2021, les négociations commencent. En 2022, le conflit est connu. Pourquoi? Parce que le peuple de Djikolo, qui est censé déguerpir, ne veut pas. Les gars décident donc de se ruer vers la zone sur laquelle devait se construire l'hôtel. Pour dire non, ils ne sont pas d'accord pour ce projet, parce que c'est un projet qui vient les déposséder de leur terre ancestrale. Il faut dire que Douala, depuis 1984, avec le Germano Douala, jusqu'à l'heure actuelle, Douala a connu cette technique de gouvernance. Autant on parlera de dispositif de gouvernement du territoire de Douala. C'est-à-dire l'État décide de manière bilatérale au nom de ce qu'on appelle la déclaration d'utilité publique. Ainsi, dans la déclaration d'utilité publique devient donc un dispositif entre les mains de l'État pour gouverner son territoire. Alors, un hôtel de luxe projet. Au départ, arriver à la suite unilatérale, la gestion foncière centralisée sans consultation des communautés. Exactement, les populations se disent. Mais nous sommes censés être consultés. Au Cameroun, on vient nous dire qu'OK, quel était un nombre de temps pour partir. Et là, ça va autre de certains socio-économistes qui a l'expulsion brutale dans l'économie actuelle. Ensuite, nous avons la spoliation foncière qui se perçoit, qui est la perception d'un accaparement des terres par les entrants fonciers. Plus, OK. Mariotte n'est pas venu depuis un Camerounais, un Canadien, qui est venu avec le projet de Mariotte. Donc, il y a un investisseur canadien qui vient comme les gens se rassembler bien. Et il y avait une observation et des gens
J'ai semi-directive avec les chefs du Colo, les populations locales et les autorités. Cadre théorique, c'est la socio-anthropologie politique et la gouvernementalité hôtelière, la gouvernementalité de Foucault, bien que nous avons ancré ça dans la dimension hôtelière. L'axe d'analyse, processus d'urbanisation et de construction de Marriott. Marriott, processus d'urbanisation, oui, mais Marriott ici devient un élément fondamental dans le projet d'urbanisation de la ville de Douala. Sauf que ceci s'est fait de manière unilatérale sans l'implication du bas. C'est-à-dire c'est le haut qui a décidé sans l'implication du bas. Pourtant, on se disait qu'il y avait un transversal ou bien il y avait ce balai transversal entre le haut et le bas. C'est plutôt de manière unilatérale. De deux, il y a la subjectivation collective des populations. Les populations, il faut le dire, de lundi à dimanche, du 1er au 31 des mois qui vont suivre, vont s'installer dans la zone contestée. La parcelle contestée, c'est au cœur de Bali. Bali, c'est à Bonaprise. Bonaprise, c'est un quartier résidentiel de Douala. Donc, Bali est juste le versant du bas. Ils vont se regrouper là-bas malgré toutes les sommations du préfet et puis personne ne va bouger, tout le monde restera là. Et ce qui était encore plus fun dans ce papier lorsqu'on parcourait, c'est leur capacité à faire un retour de l'État, d'être obligé de suspendre les constructions, de remettre en cause l'acte de déclaration d'utilité publique. Parce que la question se posait comment un acte d'utilité publique pour une activité essentiellement privative, c'est-à-dire qui est privée. L'hôtel, c'est privé. En quoi l'État gagne derrière une activité qui est privée? Donc, avec les subjectivations collectives des populations, l'acte a été arrêté, suspendu. Le projet jusqu'à l'heure est suspendu jusqu'à ce qu'on attende les derniers rebondissements. La construction de processus d'urbanisation permettait décryptage de l'ingénierie technologique et des possessions. L'économie foncière, quand elles sont forcées 20 000 depuis de 50 ans, avec son 6 000 francs CFA, conflit le clan vert des populations de Mario. Ensuite, l'espace sacré, le lieu de mémoire de Rudolf Mangabert, exécution en 1914. Donc, il faut aussi rappeler des mémoriels que cette zone-là, c'était le plateau là où Rudolf Mangabert a été exécuté. Donc, c'est ça que je vous ai dit au préalable que c'était un espace beaucoup mémoriel pour la communauté de Djikolo. Les néo-seigneurs de la terre. Bon, pour arriver au concept de néo-seigneurs de la terre, comme je te dis, aujourd'hui, il fallait se démarquer de ce que nous savons des ayants droit de la terre. À l'époque, nous avons des personnes qui possédaient la terre de manière naturelle, comme on a dit. Mais de nos jours, il y a une catégorie de personnes qui possèdent déjà la terre, mais à des pertes de vue. Et cela nous a intéressés de penser quelles sont ces personnes-là? Nous nous sommes rendus compte que ces personnes, ce sont les hauts commis de l'État, ce sont les opérateurs économiques, c'est toute la classe élistique du Cameroun. Voilà pourquoi nous avons voulu conceptualiser les néo-seigneurs de la terre, c'est-à-dire les nouvelles personnes qui possèdent et qui décident de qui à qui concéder la terre. Voilà des personnes qui ont des villages. Alors, catégorie des acteurs, stratégie, rôle, impact sur le terrain. L'État, le MICAF, au nom du MICAF, mission unilatérale, déclaration qu'il a pu acquérir à 1 million sans respecter la mercuriale. Donc, c'était très scandaleux. Et l'État, dernièrement, a pris mesure pour cette vente et récupérer. Parce qu'il faut le dire, ce terrain que monsieur Diega, le propriétaire de Diega Palace a acheté appartenait à l'ancien régime FECAM. Donc, on a les chefs traditionnels qui sont les auxiliaires de l'administration contre les gardiens du patrimoine. Donc, pourquoi j'insiste sur ça? Merci. Pourquoi j'insiste sur ça? Parce qu'il y a un jeu trouble entre qui fait quoi entre les chefs traditionnels et l'administration, l'État. OK, next. Subjectivation collective. Et là, nous avons la instruite comme espace de lutte.
La contestation s'est déplacée du terrain physique vers le numérique. La transposition virale des vidéos et pétitions pour freiner, j'ai dit que c'était ça la force pour que Dicolo réussisse. On est plutôt passé par les réseaux sociaux avec la force des alertes, des lanceurs d'alerte, ce qui a beaucoup contribué à alerter la communauté internationale qui a fait marche arrière. Parce que la question éthique et la question environnementale écologique a été présentée pour que Marriott, à l'aspect international, puisse arrêter son projet. Il y a la déconstruction de la déclaration d'utilité publique, qui est la dénonciation du décret comme l'inégal sur les réseaux, et l'énonciation du politique. Les réseaux deviennent un espace de parole libre, selon Bayard, à partir des travaux de Bayard. Il faut dire que les données clés, 36,5% couvrent, c'est le taux de couverture en matière d'Internet et des réseaux sociaux au Cameroun de 2022 jusqu'à 2024 lorsque nous clôturons notre enquête. Violence symbolique et politique, l'urbanisation est perçue comme une forme de violence, spoliation contre l'identité, la terre appartient aux autochtones, l'ethnicisation du foncier, retour des discussions sur l'autonomie et l'inégalité sociale fossile grandissant entre l'élite néo-seigneur et les cadets sociaux. Analyse le déroulement de mai 2023, le 25 mai 2023, le tribunal administratif de Douala a annulé le décret de confiscation des terres de Dicolo. Erreur de localisation, la déclaration d'utilité publique visant plutôt Bessengue alors que l'expropriation se faisait plutôt à Dicolo. Retrait de Marriott International suspend son contrat sur des irrégularités, élu des droits, victoire de la reconnaissance individuelle et collective des populations. Je pense que c'est fin vers un renouvellement. La construction d'hôtels de luxe à Douala révèle une reproduction sociopolitique des élites. Le cas Marriott illustre l'échec d'une urbanisation imposée sans consensus. Recommandation, intégrer les droits fonciers locaux et la consultation coutumière dans l'aménagement du territoire. Merci pour votre aimable attention. Ça va? Merci, Emmanuel. Peut-être que tu as demandé de 4 minutes. Merci. Alors, déjà, préparation foncière à grande échelle des élites du Cameroun, mais d'autre part, en lumière les actions collectives des députés qui nous révèlent un mix entre répertoire traditionnel et répertoire d'action innovant. Je vais m'arrêter là parce que les discutants vont approfondir ces aspects-là avec vous aussi. Je vais donc appeler ici Yann Fouagan, qui a fait une proposition en duo avec le docteur Fopa Fodo. Et Yann va présenter ici la quintessence de leurs travaux, mais nous allons donner un espace, si le permet, de 3 minutes à Guylaine pour qu'elle puisse compléter ou réagir. Alors Yann, je vais t'inviter à venir, non, à venir prendre place ici et je te conseille de Elle va ouvrir la conversation. Alors, Yann nous dit que Guylaine va ouvrir la conversation, mais j'espère retenir 10 minutes. Oui, elle va échanger avec les questions et je vais présenter. Elle va ouvrir sur le panel et on va se partager. Alors, ce qu'on peut dire, Guylaine, doctorante en sociologie à l'Université de Tchad, et c'est dans la sphère de la sociologie et la sociologie économique. Yann, pour sa part, est doctorant en géographie de l'Université de Yaoundé 1, spécialiste des questions de marginalité, des migrations forcées, de la réhabilitation. Voilà. Il ne faut pas. Est-ce que Oui, allô? la présentation. Oui. Allô, est-ce que vous me suivez? Allô?
Allô, est-ce que vous m'entendez? Allô? On m'a dit que vous avez fait le point positif. Ah, on peut pas dire non. Est-ce que vous nous entendez? Allô? Allô? Est-ce que vous m'écoutez? Allô? Allô? Oui, c'est bon. D'accord. Bonjour à tous les panélistes. Bonjour tout le monde. Euh, Nous tenons à remercier les membres du comité d'organisation pour le colloque international de la pâte portant sur les questions extractives. Nos remerciements s'en vont principalement au Centre de l'environnement et du développement. Alors, notre sujet porte sur l'emprise chinoise dans les zones d'exploitation minière à l'Est Cameroun et résistance locale. Je laisse le soin à mon collègue en présentiel de faire la projection et la communication de notre travail, à l'issue duquel l'on pourra intervenir ensemble en guise pour la phase des questions-réponses. Merci. Merci, collègue, pour le propos introductif. Je ne sais pas si on peut déjà lancer la projection. Je vais le faire debout. Alors, travaillant sur l'emprise chinoise dans les zones d'exploitation minière à l'Est Cameroun, la collègue a déjà remercié et je vais juste passer au déroulement de notre sujet qui va se présenter, c'est bon, qui va se présenter par un contexte, et la problématique. Ensuite, une méthodologie. Nous avons trois grands résultats à présenter. D'abord, démontrer cette emprise chinoise dans les deux grands pôles d'exploitation minière à l'Est Cameroun. Ensuite, montrer l'impact socio-économique qui va se démontrer sur la faiblesse de redistribution des retombées, l'accaparement des terres et les conflits, la dégradation environnementale majeure. Finir nos résultats par les résistances spirituelles symboliques, les groupes non-noirs et les revendications et les conditions de travail précaires. Et puis, une conclusion qui va toucher les réformes nécessaires pour pouvoir mieux gérer cette exploitation minière dans la zone. Prise en contexte, on se rend compte que la libération de la réforme minière depuis les années 2000 ont donc favorisé cette arrivée massive des entreprises chinoises dans la région de l'Est, plus précisément à Bétaré, Oya et à Batouré, dans le cadre de cette exploitation. Cela suscite donc une interrogation particulière. Comment ces entreprises chinoises et auprès des exploitants chinois, également à travers de l'observation directe que nous avons pu faire. Également, les données secondaires, bien sûr, une revue de littérature pour mieux comprendre dans quel sens ou alors ce que nos prédécesseurs ont creusé dans cette affaire d'extraction minière ou d'extractivisme, aussi, il faut le dire aussi. Et nous avons donc mobilisé la théorie de Weber de 1969 pour bien comprendre donc les interactions entre ces différents acteurs, puisque c'est de ça qu'il s'agit, pour essayer de mieux comprendre les résistances qui vont s'en suivre. Alors, la présentation des sites miniers, on peut remarquer sur la carte, les deux zones en rouge sont les deux grands pôles d'extraction minière dans la zone. Et nous comprenons donc que leur présence aujourd'hui, avec les réformes de 2017, le projet Sauvetage de l'or a bien sûr favorisé leur présence, avec également le fait que ces Chinois-là, n'ayant plus eu l'opportunité d'exploiter ailleurs au Maroc, donc ils ont été chassés. Au Ghana, je veux dire, ils ont été obligés ils ont trouvé une terre favorable au Cameroun vu la porosité du code minier. Alors, c'est que... OK.
Allons-y. Voilà, l'entreprise chinoise dominante. Donc, comme nous sommes en train de le dire, ces sociétés déploient d'énormes stratégies complexes pour détourner parfois la régulation relevant, mais sur le terrain, on constate que ce qui est écrit dans le permis n'est pas véritablement ce qu'ils appliquent sur le territoire. Alors, la facilité de l'accord, parce qu'on se rend compte que dans cette présence massive, l'État joue justement un très grand rôle. On a l'opacité des procédures, celle de l'attribution des titres qui ne sont pas très clairs. Il n'y a pas de clarté dans l'attribution des titres, les fonctions ne sont pas bien faites, les rôles ne sont pas bien déterminés à l'intérieur. Et nous avons également la corruption, le clientélisme. Nous connaissons dans le poids des élites locaux qu'on a généralement trouvé derrière ces grandes sociétés-là. Nous avons également le contournement des réglementations. Nous avons également l'accès à la citoyenneté, qui sont des facilités d'accord que l'État donne et qui manifestent justement cette présence massive sur le territoire. Alors, il y a une très grande domination économique parce que ces entreprises manifestent par une supériorité technologique par rapport aux artisans, ceux qui détiennent la terre. On se rend donc compte que ceux qui font de l'orpaillage ne sont plus visibles en quelque sorte parce que ceux qui font des exploitations semi-mécanisées, qui au départ n'est même pas dans leur titre, dominent donc le plan économique en ce qui concerne cette extraction-là. On voit donc l'utilisation des engins lourds, on voit la marginalisation des exploitants locaux, le contrôle des circuits commerciaux et le contournement des réglementations. Alors, comme premier impact social, nous avons vu la faible redistribution des retombées, un développement illusoire qui ne devrait pas être, comme le professeur l'a si bien dit au propos préliminaire dans le keynote à la salle de conférence, un déficit social. Les routes sont délabrées, l'absence d'écoles, de centres de santé, d'accès à l'eau potable, qui s'ajoutent déjà aux problèmes qui sont présents dans la localité. On est sans dire que la localité de l'ouest, de l'est, la Damawa et le Grand Nord font partie de cette zone-là marquée avec une population à 70% à 90% sont des personnes à besoins spécifiques, donc ont besoin d'aide humanitaire. On voit donc dans le processus de travail le mépris des exploitants, parce qu'il faut le dire, dans les rapports travailleurs-employeurs, nous avons justement des témoignages, ils sont méprisants, l'Occident n'explique rien lorsqu'ils viennent avec ces titres-là, ils se lancent directement à l'exploitation, il n'y a pas de dialogue justement entre les acteurs qui sont impliqués dans le processus. On a également la destruction des écosystèmes. Donc, l'activité minière détruit les zones d'agriculture, les zones de chasse, qui étaient des activités premières de ces populations-là. Et un rapport du FODEP publié en 2022 montre que l'activité minière, l'extraction minière a réduit, du moins a pris plus de 44% de la superficie de l'Est Cameroun, une superficie qui est déjà comptée à 1911 km². On a une très grande dégradation majeure entre déforestation massive de l'environnement, entre pollution des sources d'eau, excavation abandonnée et risques sanitaires accrus. Parce que tel que vous pouvez remarquer sur l'image là, ça c'est une excavation abandonnée qui représente un très gros risque, non seulement sur le plan environnemental, sur le plan sanitaire, parce que ceci contient du mercure, des produits chimiques liés à l'extraction semi-mécanisée de l'or. Maintenant, au vu de tous ces impacts sur le plan social et sur le plan environnemental, bien sûr, qui empêche aux populations d'avoir d'autres sources de revenus vu que leur territoire est empiété, il n'y a plus possibilité de cultiver, il n'y a plus possibilité d'aller à la chasse, il y a donc forcément des oppositions majeures puisque leurs droits coutumiers ne sont pas respectés. S'il te plaît, tu peux revenir en arrière? Oui, ces résistances donc sont multiformes. Nous avons les rites traditionnels de blocage, dont les chefs traditionnels, nous avons l'honneur d'avoir la présence d'un chef. Il comprendra mieux et peut-être va encore nous expliquer comment ça se passe. Ils font donc des rites pour bloquer les engins. C'est-à-dire, c'est là le matin, je dis, comme vous ne voulez pas faire des choses, les routes sont gâtées, vous ne voulez pas nous donner des parts, alors
ils s'en vont. Ça, c'est plus spirituel et pas très visible. Nous avons également les résistances au niveau de l'autorité coutumière, qui sont des gardiens des équilibres. Alors, ces étrangers-là ignorent. On ne sait pas si c'est parce qu'ils font exprès d'ignorer, mais sinon, dans ce qu'on appelle la participation des publics dans le cadre d'un montage de projet, on parle pas d'implication des communautés locales lorsque tout projet doit commencer. Et lorsque cette étape manque, ça fait véritablement problème. La perturbation des activités. Allons-y. Oui. Donc, l'autre résistance au niveau de l'Est Cameroun, nous avons les revendications du guéré. Le guéré, simplement ce système-là qui permet aux exploitants chinois de laisser les résidus après exploitation semi-mécanisée. Ces résidus, ces esclavagismes abandonnés, ils doivent permettre aux populations locales de venir un peu gratiller à l'intérieur. Nous avons également les Noirs qui sont particulièrement les migrants internes qui viennent du nord-ouest, qui viennent également du nord, Cameroun, de l'extrême nord, qui, pour des questions de suivi, ayant abandonné leur famille avec la guerre, ces traumatismes, ont besoin de suivi, n'ayant pas de terre sur place, ils ont donc organisé ces mécanismes pour pouvoir avoir des revenus pour survivre. Voilà, les conditions de travail précaires comme source de revendication, comme source de résistance. Cela permet de nous de comprendre que ce débat porté par des artistes qui ne sont pas au Cameroun. C'est-à-dire qu'ils posent le débat hors du Cameroun. Les artistes que j'ai eu à mettre en avant, si on peut avancer, s'il vous plaît. Et la prochaine qui que je voudrais commencer d'abord par le fait que les artistes sont engagés sur la question décoloniale depuis les années 50, et c'est les premiers engagements, les premières formations avec le maquis. Ça a été reclassé par Chine. Aider à l'histoire du maquis aux jeunes générations. À côté de cela, il y a la mobilité des artistes musiciens vers le nord. Et ces mobilités-là sont diverses en fonction de raisons. Mais la raison principale n'était pas d'aller pratiquer une musique. Donc, la raison était le culture, le cadre marine. La raison était peut-être une formation, mais ce n'était pas en grande partie le. Ça, c'était la première génération des artistes qui sont allés en mobilité, parce que les générations actuelles, ils profitent d'un concert et puis quand là-bas, ils ne reviennent plus. Mais ceux d'avant partaient d'abord pour des objectifs qui étaient moins que la musique, parce que pendant cette période-là, la musique était mal vue chez les parents comme profession. Je parle des années 80-90, le paradigme de réussite était à cette époque l'école. Le troisième niveau, c'est la difficile intégration du folklore camerounais. Parce qu'il faut le préciser, même au Cameroun, quand le Cameroun accède à l'indépendance, la musique camerounaise n'était pas la musique la plus valorisée. La première forme de colonisation musicale était la musique anglaise, kenyane et caribéenne, en fonction des informateurs que j'ai eu à rencontrer, qui montraient qu'au niveau international, il fallait s'ériger la rumba ou autre style de musique camerounaise pour passer dans les scènes internationales. Et de là, on va évoluer jusqu'à la découverte des figures comme Manu Dibango, beaucoup plus en avant le groupe Les Zanzibar, les Têtes Brûlées, avec leur célèbre concert Manoron, qui a vraiment été documenté par Hansa Brunner, qui montrait donc l'arrivée. Bon, pour notre discussion, je précise d'abord que c'est une discussion qui se fait encore. Pourquoi? Parce que les profils qui apparaissent dans ce travail sont des profils qu'il faut relancer, renvoyer, renégocier pour qu'on puisse discuter. Mais je peux vous avouer que j'ai déjà discuté avec certains, 2 ou 3 artistes, vraiment figures mondiales,
j'ai discuté avec le public de la musique et j'ai discuté avec des intermédiaires. Quand je dis intermédiaires culturels, je vois les journalistes culturels, les promoteurs culturels comme Tony Meffeux et beaucoup d'autres. J'ai discuté aussi avec les publics. Maintenant, les publics, c'est plus difficile parce qu'il faut vraiment aller vers des consommateurs de ces... La recherche documentaire nous a aidé à mieux structurer les profils qui peuvent aider à voir les considérations de l'extraction culturelle. Donc, sur l'élément, va présenter comme ça, un peu plus vite. La première chose, c'est qu'il y a des logiques extractivistes de la culture. Des logiques extractivistes. Pourquoi? Parce que la première, c'est d'abord la scène. Comment est-ce qu'on doit se positionner en tant qu'artiste venu du sud au nord? Comment est-ce qu'on va se positionner? Et le positionnement là fait que on se retrouve avec des espaces où les publics sont dynamiques, divers, multicolores, multivariés et il faut se situer. Le deuxième niveau, c'est se vendre. Comment se vendre? Vous allez voir le verbatim à la fin au niveau de la conclusion. Je discutais avec un journaliste culturel pour vendre notre culture, vendre notre culture, vendre notre culture. Est-ce qu'on les Américains, les Français, l'intégration par les lorsque je faisais mon terrain de master, j'avais rencontré le groupe de Jean de Malmayo. Un a été à un concert. C'est lui-même, je crois que c'est lui qui s'appelait De Kitu. Parce que Expo de Ben s'est rentré. Ils sont allés faire un concert en Belgique et puis De Kitu a trouvé non nécessaire de rentrer au pays. Et puis aujourd'hui, les coiffeurs à Bruxelles, quelque part là-bas, et la musique aussi, c'était fini après ce concert-là. Après, le dernier point, c'est conquérir l'Occident en déjouant les complexes d'ex-colonisés. Ici, c'est beaucoup plus le récit des artistes. Manu, j'ai eu la chance d'avoir des archives chez M. Parfait Tapassi, de Mosaïque, où Manu raconte ses premiers pas dans le monde de la musique occidentale et comment est-ce que c'était difficile parce que le noir fait du saxo, comment est-ce que c'était difficile et le combat ou alors l'enjeu de les logiques qui ont structuré, donc c'était aussi montrer que l'on peut, parce que les noirs ne font pas du saxo, il faut donc qu'un noir montre qu'on peut faire du saxo. Ce n'est pas que le balafon, le tam-tam et autres. Il en est de même aussi du célèbre concert que j'évoquais en haut, des têtes brûlées, où des gens venus du Sud, on parle des années 70, la guitare, ce n'était pas la chose de tout le monde et que les gens manipulaient avec une certaine facilité. Ici, c'est montrer aussi ou démontrer une démonstration, la démonstration des ambitions décoloniales. C'est vraiment la chanson type. Bien sûr, j'ai coupé parce que la chanson faisait 2 pages de Anne-Marie Zier. Cette chanson a été chantée partout en Afrique pendant les années 80, 90, jusqu'en 83. Et vous voyez, ça, c'est la partie du parce qu'il y a une partie qui concerne l'Afrique. Dans le texte, vous voyez, alors, s'il vous plaît, oui. Maintenant, pensez l'extractivisme culturel à l'aide de la décolonisation. Il y a plusieurs points. Point de la conscience artistique. Je tenais vraiment à le préciser et c'est un axe. C'est-à-dire, ce que les artistes font n'est pas pris en compte national, c'est personnel, ou alors strictement personnel, et ils sont très peu accompagnés même par le politique camerounais.
Et maintenant, il y a aussi la part du nationalisme et du patriotisme avec la figure de Manu. Jusqu'à sa mort, Manu n'a pas renoncé à sa nationalité, alors qu'il avait une possibilité d'avoir une meilleure opportunité avec d'autres passeports ou d'autres identités. Le projet porte une dizaine de chansons. L'album, le projet était de, si on veut ressortir encore l'histoire du maquis au Cameroun. Et dans le projet, il y a deux chansons majeures. La chanson, c'est la chanson célèbre qui écrit de quelle façon Oumouyobé a été tué. Pondol. Bien sûr, je n'aurais pas pu prendre le texte parce que le texte est en grande partie en bassa. Et aussi l'autre texte qui s'intitule une autre chanson, le maquis. Les deux chansons qui vraiment structurent la volonté de quelle façon tuer le héros et aussi comment est-ce que le maquis est vécu par les générations. Madame, la satisfaction ici dans les textes sont extraits. Extraits quoi? C'est bien l'expression de la mémoire de l'indépendance. Chez d'autres artistes, ça peut être du registre. Si l'extraction du langage criminel, vous connaissez l'histoire de Waka Waka. Waka Waka aussi, c'est pas criminel. Waka Waka, comment chercher? C'est Zangalewa. Zangalewa. Sauf que si on avait discuté avec les gens qui avaient proposé cette chanson, ça aurait pu poser un débat parce que le Zangalewa dans les groupes, c'est Zangalewa. Du point de vue de. Et c'est ça une connotation purement militaire. C'est une connotation. Ça a besoin qui t'a appelé, comment tu es venu là, par là. Et c'est des questions qu'on pose généralement quand les soldats sont en instance de recrutement et autres. Et maintenant, Waka Waka, bon, ça peut avoir plusieurs, ça peut être quelqu'un qui déambule, mais la forme la plus connue, c'est la forme de prostituée. Oui, on avance vers la fin. L'extraction des talents et des génies. Ici, on va aussi le constater, la plupart des talents qu'on a aujourd'hui ne sont pas au Cameroun, ne sont plus directement liés. Ils vivent leur vie hors du Cameroun. Est-ce que le contexte de la précarité du monde de la musique encourage à ce que ceux-ci s'exilent ou alors partent? Est-ce que c'est parce que le Cameroun ne protège pas assez ses talents? Mais on constate quand même que la plupart de ceux qui s'expriment de façon talentueuse, de façon ingénieuse, sont installés, Libianca étant la plus jeune des trois que j'ai présentés, qui a fréquenté au Cameroun, qui a fait une partie de sa vie ici avant d'aller aux États-Unis. Oui, ben, si je peux conclure, je dirais, voilà, les bâtiments dont je parlais, pour faire la musique, il faut d'abord penser à ce que nous pouvons vendre aux autres dans le monde. Et c'est notre culture. C'est un journaliste d'Asia TV, papa Mveme, Charles, il était journaliste radio, je crois bien. La deuxième conclusion qu'on peut aussi tirer, c'est que l'extraction de la culture est vue et représentée par le bas que par le haut. Donc, ce que je dis là, c'est plus ce que les artistes, ce que le public, les intermédiaires, le public et les intermédiaires pensent. Parce qu'ici, on ne sait pas quelle est la position que le ministère de la Culture ou alors le monde institutionnel pense de cette extraction-là. L'avant-dernier point, c'est la conscience. Fait la résilience, l'adaptation doit faire plus d'efforts. Et que les textes qui restent encore attachés aux
public camerounais. Sur ce, je vous remercie. Merci, c'est une question pour cette présentation qui prend en compte ce que je peux dire parce que je vous amène au niveau de l'expertise culturelle. On a été dans les deux premières communications sur l'expertise matérielle et au niveau des instituts législatifs. Et je pense que dans les échanges, nous aurons l'opportunité d'analyser les implications de notre différents ontologies de ce positionnement. Non, non, je prends le... À ce niveau, est-ce que c'est possible d'avoir le docteur Ouaguian? Alors, est-ce qu'on peut projeter, est-ce qu'on peut projeter les PowerPoint du docteur Ouaguian? Voilà. Parce qu'il est à Garoua depuis le matin, il y a vraiment des problèmes de réseau. Donc, il a fait un travail qu'il nous a envoyé et le temps, s'il revient, si entre-temps la technique nous permet de revenir, on va parcourir ensemble ces slides pour avoir la quintessence du travail qu'il a fait. Le docteur Ouaguian, il est enseignant à l'ESSEC de Garoua et il est enseignant de géographie, spécialiste de la géographie politique. Il a deux doctorats, un doctorat en géographie et un doctorat en sciences politiques. Il mène de nombreuses études sur des problématiques assez intéressantes. Alors là, nous avons le contexte de son étude, un contexte qui est marqué par la crise énergétique des ménages urbains, l'affaiblissement progressif des ressources forestières et l'intensification des vulnérabilités climatiques. Combiné à ça, on observe aussi une dynamique qui transforme progressivement les espaces autrefois considérés comme des réserves écologiques. Dans le septentrion, des marges rurales sont faiblement intégrées à un véritable territoire stratégique de captation économique. Et constate, c'est sur la question spécifique de l'extractivisme charbonnier qui demeure encore faiblement, qui demeure un angle mort de la littérature sur l'extractivisme au Cameroun. Donc, je pense que c'est la combinaison de ces trois constats-là qui ont orienté son et façonné certainement nos propos. Oui. Bon, la thématique, comment est-ce que l'exploitation du charbon. Donc, il s'agit de comprendre comment l'expansion de l'extractivisme charbonnier dans les marges forestières du Nord Cameroun contribue à produire des conflits de destruction écologique et à configurer les rapports de pouvoir dans l'espace. Donc, il a convoqué l'analyse de acteurs et ça lui a permis de poser les hypothèses. L'hypothèse qui suggère que l'extractivisme charbonnier est moins un simple recours adaptatif d'un dispositif socio-territorial structuré par des rapports asymétriques d'accès aux ressources. Les conflits de distribution écologiques résultent de l'imbrication des normes formelles et informelles qui redéfinissent les frontières du licite et de l'illicite et la matérialité même des paysages, dégradation, morcellement, reboisement sélectif, qui reflètent la conflictualité écologique en cours. Donc là, il nous présente le cadre spatial de son étude. Globalement, nous sommes dans la région du Nord Cameroun.
avec la Bénoué. Voilà, le parc de la Bénoué, globalement. Donc, c'est une méthodologie je pense, qui associe une démarche qualitative articulée avec voilà, à visée socio-territoriale. Donc, le choix méthodologique procède de la volonté de saisir l'extractivisme charbonnier, non comme une simple activité économique, mais comme un fait territorial total révélateur des recompositions contemporaines des espaces ruraux. Donc, il a exploité les données primaires et les données secondaires avec toute la technologie qu'on a ici, les entretiens significatifs, les observations directes. C'est assez intéressant. Il a modélisé les images satellitaires pour la réalisation des cartes d'occupation des sols. Alors, voilà les principaux résultats de l'étude du docteur. Il a procédé à une analyse assez stratégique de chaque acteur avec chacun ses motivations et ce qui le fait courir. Donc, nous voyons deux catégories, trois catégories ressortent principalement les bûcherons, les charbonniers, les ménages. Donc, il y a la coupe du bois, il y a la carbonisation au sein des massifs, il y a la fabrication du charbon pour les soins. À côté de ces acteurs principaux, nous avons des acteurs intermédiaires et on recense à ce niveau les coursiers, les transporteurs grossistes, les grossistes et avec une illusion pour parler Dieu peut faire courir dans cet espace-là. Et enfin, nous avons les consommateurs, nous avons les boulangers, les artisans, les forgerons et autres. Voilà. Donc, globalement, nous constatons, le docteur nous présente des intérêts divergents, assez divergents, qui mettent en liste les acteurs indirects et les acteurs indirects, avec un certain nombre de focalisations des intérêts qui peuvent être tantôt convergents, tantôt divergents. Donc, on constate avec cette illustration-là, avec la création des nouvelles zones de production, ces nouveaux sites sont plus éloignés que les anciens, peu fructueux. L'éloignement progressif des sites indique la raréfaction des ressources ligneuses. Donc, plus la ressource ligneuse se raréfie, plus elle impulse un processus de migration de cette population à la recherche des ressources plus fructueuses. Donc, nous avons une autre illustration avec le processus de l'extractivisme charbonnier à Banda dans la région du Nord. Donc, concrètement, il s'agit de couper du bois, de le brûler et de le commercialiser de manière primaire. Et on a des acteurs qui l'achètent à un premier niveau et des acteurs d'un deuxième niveau qui les achètent tous. Donc, le charbon de bois, à partir de ces résultats, le charbon de bois se positionne comme une ressource de pouvoir et de négociation territoriale. Et dans ces travaux, il nous révèle les limites de la gouvernance environnementale dans les marges forestières du parc de la Bénoué. Donc, je pense qu'il y a une crise de la gouvernance qui fait en sorte que cette ressource-là devient un facteur de conflit tous azimuts. Donc, voilà les conclusions que le docteur nous présente globalement à travers les logiques de coupe, de carbonisation et de circulation marchande du bois énergie. Les espaces forestiers deviennent des arènes de concurrence où s'affrontent intérêts économiques, impératifs de suivi local et dispositifs institutionnels de conservation. Deuxième conclusion, les résultats montrent ainsi que l'extractivisme charbonnier produit une territorialisation des ressources et des vulnérabilités. C'est-à-dire que c'est un facteur d'un capital économique, politique ou relationnel important renforce leur contrôle sur les espaces forestiers et les circuits marchands. Les populations rurales les plus fragiles
supporte l'essentiel des coûts écologiques liés à la déforestation, à la fragmentation des paysages et à l'épuisement des ressources ligneuses. L'étude nous révèle aussi que, également que les conflits de distribution écologique observés dans les zones étudiées traduisent les limites des mécanismes actuels de gouvernance environnementale dans les périphéries rurales sahéliennes. Il nous propose un certain nombre de recommandations pour renforcer les mécanismes de gouvernance territoriale en impliquant davantage les communautés locales dans les dispositifs de gestion. Il propose également de promouvoir des alternatives énergétiques et économiques susceptibles de réduire la dépendance des ménages ruraux et urbains à l'égard du charbon de bois. Il propose enfin de renforcer les outils de suivi spatial et cartographie de la déforestation au marge de ces espaces protégés. Donc, voilà la quintessence du travail qui a été présenté par procuration. Je pense que lui-même, s'il avait fait, on aurait encore obtenu